bonjour, merci d'être là. Parler de Cuba, évidemment, pour moi, est toujours un plaisir parce que je pense que c'est vraiment un processus qui est mal compris, très souvent mal expliqué et qui est pourtant super attachant et super, en fait, facile à défendre lorsqu'on connaît le processus. Et il m'est difficile d'imaginer qu'on ne puisse pas le défendre. Donc il y a probablement autour de Cuba beaucoup de malentendus, beaucoup de désinformation, beaucoup de partis pris et surtout beaucoup de non-dits. C'est un petit peu l'histoire, pour ceux qui me connaissent, j'ai une autre spécialité, c'est l'affaire Julian Assange. J'ai l'habitude de dire que si vous n'avez pas suivi l'affaire de très près, tout ce que vous croyez est probablement faux. Et je pense qu'on peut dire la même chose de Cuba. Si je devais commencer par énoncer certaines évidences pour les gens qui leur paraissent, c'est comme ça, j'ai toujours entendu que c'est comme ça, eh ben on peut démontrer assez facilement que non. Tiens, je vais commencer par un qui est un grand classique. Si je demandais aux gens, pour ceux qui savent, il y a un embargo américain contre Cuba, un embargo économique, donc une sorte de punition. Quelle est la raison de cette punition contre Cuba? Alors, généralement, il y a un silence qui suit cette question, et si j'encourage les gens, ils vont me dire, et vous me direz si je me trompe, mais c'est à cause du régime communiste. Les Américains n'aiment pas le régime communiste à Cuba. C'est ce que 90% des gens ont dans la tête. Malheureusement, si on reprend la chronologie, l'embargo économique a été instauré avant même la création du Parti communiste cubain. Voilà donc un des mythes qui tombe de facto, que d'ailleurs qui a été entretenu par les médias, parce que c'est l'explication la plus facile. On réécrit l'histoire et on dit « Ah, il y a un parti communiste, c'est antidémocratique, les Américains n'aiment pas les régimes communistes, c'est normal qu'ils exercent un embargo. » Certes, mais voilà, l'embargo a commencé avant que le Parti communiste cubain n'existe. Ensuite, il y a eu d'autres excuses qui se sont modifiées au fur et à mesure et à chaque fois se sont adaptées et bizarrement, on va dire, que peut-être que la vraie excuse de l'embargo n'a jamais été donnée en fait. D'où la raison d'être obligé de la modifier régulièrement. Donc déjà, il faut commencer peut-être par expliquer pourquoi un embargo et pourquoi Cuba. Cuba subit le plus grand embargo économique de l'histoire de l'humanité. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien si on arrive à décider et à exercer comme ça un embargo qui se durcit au fur et à mesure du temps, donc qui n'est pas prêt du tout d'être levé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, contre une île, somme toute, assez petite, 15 millions d'habitants maintenant, peut-être 18 millions, enfin moins de 20 millions en tout cas, juste au large des États-Unis. Et pourquoi autant de ténacité, pourquoi autant de rancœur, pourquoi autant de méchanceté, on va voir, dans certains témoignages, il y a de la méchanceté derrière ce blocus, bien sûr, parce qu'un embargo économique est avant tout un acte de guerre, ce n'est pas une simple mesure de rétorsion ou de punition, c'est plus que ça. Donc d'abord, commençons par lever une ambiguïté sur les termes, embargo ou blocus. Alors, il convient de préciser déjà la définition des deux et ensuite dire pourquoi on choisirait l'un plutôt que l'autre. Un embargo économique, c'est quelque chose de relativement simple. Madame, je ne vous aime pas pour telle et telle raison et j'ai décidé que vous ne m'adressiez plus la parole et moi je ne vous adresse plus la parole. Ça va comme ça? Très bien. Ça s'appelle un embargo économique. J'ai décidé que. Et je ne veux plus avoir affaire à elle. Ça, c'est un embargo économique. Si ça n'était que ça, pour ce qui concerne Cuba, à la limite, on pourrait dire, et alors, on s'en fiche un peu, malgré la présence géographique qui, quand même, punit un peu, complique les choses pour Cuba, ça n'aurait pas été quelque chose d'ingérable. Un blocus, c'est quoi? Un blocus, c'est madame, non seulement je ne veux pas vous adresser pas la parole, non seulement je ne veux pas que vous m'adressiez la parole, mais j'interdis à quiconque de lui adresser la parole ou d'avoir des relations avec elle. Et j'irai jusqu'à punir toute personne qui voudrait avoir des relations avec elle. C'est déjà différent, ça, ce qu'on est en train de dire là. Alors si je continue à dire j'exerce un embargo, c'est-à-dire je boude madame mais je lui fais la tête, mais si en même temps j'adresse des lettres d'avertissement sévères à tous ceux qui l'entourent et qui habitent près d'elle ou qui pourraient l'aider en disant si vous l'aidez d'une quelconque façon, il y aurait des représailles, on n'est déjà plus en train de parler d'un embargo. Et si j'envoie ces lettres à la Terre entière, à la planète entière, et si les mesures peuvent arriver jusqu'à toucher la France, ce n'est déjà plus un embargo. Alors, est-ce que c'est un blocus? Pour que ce soit un blocus, il faudrait que j'érige un mur
maritime, un bateau, des bateaux, donc les gens disent ah, Victor, c'est pas un blocus, ha 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 ha. Bon, ok, c'est pas un blocus à 100%, c'est une tentative de blocus économique. On est d'accord? Tentative. C'est pas parce que ça n'a pas réussi que c'est pardonnable. C'est pas parce que j'ai essayé d'assassiner quelqu'un et que je l'ai raté que je suis dispensé d'une accusation quelconque. C'est pas parce que la victime respire encore que la tentative de crime n'a pas eu lieu. Donc nous sommes ici en présence d'une tentative de blocus qui est un crime humanitaire selon la définition du droit international. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Traité comme un fait divers par les médias lorsque l'affaire est traitée, mais généralement il n'est pas traité du tout, nous sommes ici en présence de l'un des plus longs tentatives de crime humanitaire jamais exercé contre une population. C'est celui de blocus, tentative de blocus économique contre Cuba. Donc d'un crime humanitaire au vu et au su de tous. Alors il y a certains qui me diront « Ouais, c'est juste une excuse ». Ça, c'est l'argument classique de tous ceux qui ne veulent pas que l'on parle de l'embargo ou du blocus. Je vais utiliser les termes. Si j'arrive à pratiquer cet exercice, c'est d'alterner les deux pour bien mettre dans votre esprit que c'est synonyme dans mon esprit à moi. Quand vous entendez embargo, pensez blocus. Même si ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est plutôt un blocus. Et donc, à en croire les médias, l'un des tentatives de crimes humanitaires les plus longs et les plus appliqués de l'histoire moderne et peut-être de toute l'histoire de l'humanité, passe dans un silence total dans les médias. Je vous mettrai au défi, à vous, mais à quiconque, même ceux qui ne sont pas dans cette salle, de se rappeler quand est-ce qu'un média quelconque vous a déjà, quand est-ce qu'il mentionne l'existence du blocus, mais est-ce qu'il y en a un seul qui vous a expliqué en quoi ça consiste? Jamais. Et ne pas parler du blocus lorsqu'on parle de Cuba, c'est l'équivalent de dire, tiens, je vais vous raconter l'histoire de l'Afrique du Sud du XXIe siècle et je vais oublier de mentionner le mot apartheid. Ou je vais vous raconter la création de l'État d'Israël et puis j'ai oublié de parler du sionisme, par exemple. C'est bête, hein? C'est bête. Ou l'histoire de la France d'après-guerre et je ne cite pas le nom de De Gaulle. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, la question n'est même pas là. C'est la validité de l'argumentaire, l'absence de l'éléphant dans le salon qui détruit tout le raisonnement qui est... Le blocus économique contre Cuba est la question centrale qui est discutée dans toutes les organisations, dans toutes les sessions, dans tous les congrès à Cuba. C'est la question permanente qui est omniprésente et qui ne peut pas ne pas être omniprésente parce que les Cubains le vivent quotidiennement dans leur chair. Et donc, le signal d'alarme pour vous, lorsque vous lisez un article sur Cuba, le simple fait de ne pas mentionner, vous savez que vous avez affaire à un journaliste bidon qui est en train d'écrire un article bidon sur un sujet qu'il ne connaît pas ou prétend connaître ou ne veut rien savoir, peu importe, le résultat est le même. D'accord? Donc, on pourrait se poser la question, pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas en parler? C'est quoi? Qu'est-ce qui les gêne réellement? Qu'est-ce qui les gêne? On pourrait trouver des tas d'explications. Ce qui les gêne déjà, peut-être, c'est d'avoir à expliquer comment un petit pays qui a osé une politique différente a réussi à résister pendant 60 ans contre « there is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative, disait-on. Mais pourquoi est-ce qu'un petit pays propose une alternative et en plus réussit à résister face à une des plus grosses agressions du XXIe siècle? Des tas de questions. Qu'est-ce que la démocratie? Pourquoi est-ce que ce pays-là tient et les anciens pays de l'Est n'ont pas tenu? Est-ce qu'on peut les comparer? Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable? Et pourquoi eux et pas d'autres? Et pourquoi cet acharnement? Parce qu'après tout, comme je dis, les États-Unis, qui sont un empire, des pouvoirs impérialistes, lorsqu'il s'agit de s'entendre avec des salauds, ça ne leur pose aucun problème. Ils s'entendent avec des régimes qui sont absolument dégoûtants, sans aucun problème. Donc, qu'est-ce qui les empêcherait de s'entendre avec Cuba, finalement, qui est juste à côté, etc. Donc, des tas de questions que ça pose et les réponses qui seraient probablement hors normes en ce qui concerne les médias, qui d'ailleurs ne sont pas spécialement curieux dans ce domaine-là comme dans d'autres. Alors, qui convient donc, le titre qu'on avait choisi, c'est « La révolution impardonnable ». C'est le titre d'un livre de William Bloom, qui était un ami, qui est
décédé, que j'ai trouvé pile poil. La révolution impardonnable. Parce qu'il y a quelque chose d'impardonnable dans la révolution cubaine. À part le fait de s'être produit à 150 km des États-Unis, ce qui est le premier des grandes erreurs à ne pas commettre. Alors, il faut comprendre pourquoi. Dans la mythologie américaine, c'est-à-dire si on remonte très loin, dès les premiers présidents, dans leur esprit, Cuba, de par sa proximité, je ne sais pas si vous la voyez, comme ça les États-Unis, il y a la Floride qui descend, puis juste Cuba qui est là, comme ça, une sorte de sourire sous la Floride. Cuba devait naturellement faire partie des États-Unis, à tel point qu'on disait qu'elle finirait par tomber comme un fruit mûr. Donc déjà, il faut comprendre, communisme, pas communisme. La première question, c'est presque une question culturelle. Comment ça se fait que cette île, qui est juste au large de notre continent, ne fait pas partie de notre union? Ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas à se mettre dans la tête que ça ne fait pas partie d'eux. À tel point que lorsqu'ils ont voulu acheter, quand ils ont acheté la Floride, je crois que c'était à l'Espagne, ou est-ce que c'était à la France? Je ne me souviens plus. Bref, l'Espagne n'a pas voulu vendre Cuba, pour une raison XY. C'était un peu la... Et pourtant, tout était fait pour que... Cuba a été le premier point de découverte de Christophe Colomb. C'est pour ça que je remonte à Christophe Colomb. Quand il a touché le continent, il paraît qu'il l'a touché à Cuba. Donc il croyait qu'il était sur le continent, mais il est tombé sur l'île de Cuba. Et sa phrase aurait été « Jamais je n'ai vu de terre aussi belle » ou quelque chose comme ça. Donc ça commence bien, mais le fait est que 2 ans plus tard, les Espagnols avaient déjà éradiqué la population indigène, en 2 ans. Donc la répression a été féroce à Cuba, comme dans peu d'autres endroits sur le continent américain. Je crois que Cuba est le seul pays à avoir vu sa population indigène éradiquée. Ce qui fait que pour travailler les champs plus tard, etc., il y aurait une importation massive d'Africains de l'Afrique de l'Ouest pour travailler les champs, ce qui fait que la religion dominante à Cuba ne sera pas le catholicisme, mais le syncrétisme, importé avec plutôt ces Africains. Ce qui fera déjà une autre particularité de Cuba par rapport au reste du continent, le peu d'influence de l'Église catholique, ce qui historiquement, je pense, aura des impacts sur l'évolution future des choses. Ensuite, une conjonction historique comme ça arrive, dans un lieu unique, un espace unique, des esprits qui se rencontrent, un ferment qui prend, des choses qui se produisent. Alors, attention, je ne suis pas en train de parler de la révolution de 1959, je suis en train de parler d'un cas particulier dans l'histoire de l'Amérique latine et du monde, je crois. C'est une lutte de résistance quasi ininterrompue qui dure 150 ans. Ce sont les Cubains eux-mêmes qui me l'ont pointé du doigt en disant « Beaucoup de gens pensent que la révolution cubaine de 1959, Fidel Castro, a duré 4-5 ans. » Non, non, ce sont les 4-5 ans qui ont été l'aboutissement de toutes les luttes passées, 150 ans. Donc la perspective historique, la profondeur de la lecture historique est très prégnante dans la culture cubaine, à tel point que souvent comment on appelle ça, leur Hall of Fame, leur célébrité, leur personnalité remontent dans les luttes lointaines et sont d'idéologies différentes, selon l'époque. Grosso modo, des patriotes forcément ou des nationalistes, mais d'une certaine façon différentes idéologiquement du Parti communiste présent, mais tous reconnus comme faisant partie de ce même combat de libération. Donc il faut avoir à l'esprit que dans la culture cubaine, il s'agit d'une longue, très longue lutte de libération. Premier pays découvert, comme ils disent, dernier pays décolonisé. Et donc la révolution cubaine était déjà l'aboutissement de 4 guerres de libération, ils ont connu. 4 guerres, 2 contre l'Espagne, 2 contre les États-Unis. Et une longue histoire de révolte et de résistance menée d'abord principalement par ce qu'ils appellent l'apôtre. Alors l'apôtre José Martí,
qu'on pourrait qualifier, quoi, pour la France, culturellement, ce serait l'équivalent d'un Victor Hugo plus un Émile Zola, quelque chose comme ça, les deux personnages en même temps. À la fois diplomate, à la fois engagé politiquement, à la fois militant, à la fois écrivain, à la fois théoricien, à la fois idéologue, mort au combat, épée à la main face aux troupes espagnoles qui avaient déclaré, et je crois que c'est un des points qu'il faut retenir parce que ça va expliquer beaucoup de choses qui vont venir après, qui connaissait les États-Unis bien et qui a dit à voir comment les États-Unis se sont mêlés de la politique intérieure cubaine depuis tellement de temps, la seule solution sera de créer un parti unique composé de nationalistes et de patriotes pour éviter qu'on soit dressés les uns contre les autres et offrir un front commun, unique. C'est l'esprit de l'indépendance et de la liberté de Cuba, c'est un parti unique. Ça va tomber dans l'oreille de tous les nationalistes, tous les patriotes cubains à partir du 19e siècle. Vous voyez en gros où je veux en venir, bien sûr, mais comprenez que c'est quelque chose qui vient de très loin. Ce n'est pas l'idée d'un parti unique, et ce qui va différencier de l'expérience des pays de l'Est, ça n'a pas été importé par les chars soviétiques, si je puis faire ce raccourci historique peut-être un peu trop saisissant pour certains. Il est le fruit d'une réflexion de celui qui a inspiré tous les mouvements révolutionnaires cubains. Donc le côté naturel, l'aspect naturel de créer un parti unique intervient au moment opportun lorsque les forces de résistance l'estiment indispensable, et ils vont faire exactement ça, créer un parti unique, qui en l'occurrence va s'appeler un parti communiste, mais franchement, en ce qui me concerne, je pense que c'est anecdotique par rapport à l'histoire dans la grande profondeur de Cuba. Il y avait un parti unique qui se profilait à l'horizon, ou alors on ne serait pas en train de parler de Cuba. C'est aussi simple que ça. Donc le parti unique d'aujourd'hui, c'est la condition sine qua non de la libération et de l'autonomie et de l'indépendance du peuple cubain, de la souveraineté cubaine. C'est clair, net et précis. C'est ça, à mon avis, la raison principale de l'embargo américain. Punir un peuple qui décide, à 150 km des États-Unis, son autonomie, son indépendance, au lieu de rentrer dans le giron qu'on lui offrait naturellement, par conviction ou par force, et de le refuser, point barre. Ensuite, tout le reste ne sont que des justifications qui vont être présentées et modifiées au cours de l'histoire. Comme je l'ai dit, l'embargo a commencé, ou le blocus a commencé bien avant la création même du Parti communiste cubain. Donc 150 ans de lutte, ça change déjà la perspective. Ce qui fait que lorsque Fidel Castro, pour reprendre la géographie historique classique, entre à La Havane, il faut déjà comprendre que la révolution cubaine était déjà en marche dans les villes. D'accord ? C'était un des aspects, la lutte armée dans la montagne, mais il y avait aussi la lutte armée dans la ville et la résistance, les mouvements universitaires, les grèves, un classique, j'allais dire, mouvement de révolte contre une dictature féroce. D'accord ? Lorsque la révolution donc surgit, ou plutôt lorsque la libération se produit le 1er janvier 1959, là, les gens, tous ces mouvements épars qui ont participé à la Révolution, se demandent, et ça c'est les témoignages directs que nous avons relevés en allant faire des interviews des acteurs de la Révolution cubaine, qu'apparemment personne n'a jamais pensé à leur poser la question, c'est pourquoi vous avez fait la Révolution et qu'est-ce qui s'est passé après. Vous pouvez le voir dans un documentaire qui est sorti et qui va ressortir, édité par les Mutins de Pongé, qui s'appelle Revolucionario, tout simplement. Donc, ils vont vous expliquer que, bah oui, une fois qu'on avait fait la Révolution, on a cherché à s'unir et savoir comment s'unir. Et en fait, ils se sont tous retournés vers ce gars qui s'appelait Fidel Castro, qui était un parmi d'autres, qu'ils avaient remarqué, parce que quelques années auparavant, Fidel Castro, avec des amis à lui, avait tenté une attaque armée contre une caserne de la Moncada, dans l'est de l'île,
contre une caserne militaire qui avait lamentablement échoué, et il avait été fait prisonnier, quelques survivants, lui et son frère, Raoul, et ils ont évité l'exécution parce qu'ils étaient probablement parce qu'ils étaient fils de bonne famille. Il n'en demeure pas moins que Fidel Castro, qui était avocat à l'époque, a décidé de se défendre lui-même devant les juges, ne sachant d'ailleurs pas qu'il allait être gracié. Il leur fait un plaidoyer où il les envoie en gros balader, en les traitant de tous les noms, et en disant que l'avenir de Cuba, c'était ça, ça, ça. Il aligne des principes et une ligne directrice pour une révolution future. Je ne sais pas s'il pensait survivre à son procès, en tout cas, mais c'est comme ça qu'il... Et le procès et le discours, le plaidoyer sera bizarrement, avec le recul, publié dans la presse cubaine de l'époque et rentrera dans l'histoire comme, parce que c'est la dernière phrase qu'il prononcera, quoi, faites de moi ce que vous voulez, l'histoire m'absoudra. La fameuse « l'histoire m'absoudra », me pardonnera. Là-dessus, il est exilé avec son frère en Espagne, au Mexique. C'est là où il trouvera le Che, le fameux qui rencontrera Che Guevara, qui prendront leur petit bateau, qui viendront faire la guérilla, et hop, quelques années plus tard, et boum. Eh bien, figurez-vous que les révolutionnaires de l'époque, à la révolution cubaine, se souviennent de ce gars qui a prononcé ce discours, l'histoire m'absoudra, et en gros, ils disent, lui, c'est un mec bien, celui-là, on veut le suivre. Et donc, l'unité se forme derrière Fidel Castro, le consensus, on va dire, se produit derrière ce personnage. Ça aussi, c'est important, parce que souvent l'erreur consiste à essayer de dresser des parallèles avec d'autres situations historiques et s'étonner qu'on n'a pas le même résultat. Non, ce n'est pas Fidel Castro qui s'est imposé, non, ce n'est pas Fidel Castro qui a mené une révolution, qui a renversé, qui a balayé Batista. Il y avait une révolution en cours, c'était un des aspects de la révolution. Les gens ensuite se sont alignés derrière lui de façon volontaire. Quelques années plus tard, ils ont déclaré le caractère socialiste de la révolution en 1962, sous la pression du peuple cubain. Comprenez bien ça, 80% de la population cubaine réclamait le socialisme. C'est un chiffre inouï en termes historiques si vous y réfléchissez. Et ensuite, ils ont créé le Parti communiste cubain en 1964. Avec cette idée, bien sûr, que l'unité était la seule solution, l'unité comme les doigts d'une seule main, disent-ils, d'une manière générale. Le Parti communiste cubain, donc, est créé avec plein de tendances. Aujourd'hui, évidemment, les tendances ont tendance à disparaître, si je puis dire, tendance à disparaître. Mais une époque, quand il y a les années 90, on trouvait encore, ou on pouvait encore les détecter, parce qu'ils étaient encore dans leur... réflexe habituel, des trotskistes, oui, figurez-vous, des trotskistes, des anarcho-communistes, mais oui, des communistes orthodoxes, des sociodémocrates, il y en a qui se réclamaient de la social-démocratie, on peut avoir des sociodémocrates patriotes, en tout cas, tous avaient à l'époque une conscience commune, et ça m'a été dit par des responsables politiques cubains, de toute façon, nous on sait que si on arrive à faire la différence entre nous, on sait une seule chose, c'est que l'ennemi, lui, ne fera pas de différence entre nous. Il ne fera pas la différence entre le trotskiste, le gentil communiste, ce qui voulait dire social-démocrate, le gentil communiste et le méchant communiste, on y passera tous. Donc la condition de notre survie, c'est notre unité sans faille. On est très loin d'autres situations. Donc voilà une explication déjà de la longévité de la révolution cubaine. Et si vous aimez les chiffres et les comparaisons un peu bizarroïdes, moi j'aime bien, qui ne prouvent rien mais qui ont l'air de démontrer quelque chose, si on ramenait à la population cubaine la durée de la révolution par rapport à l'Union soviétique, la durée de la révolution soviétique par rapport à la population, en se disant que plus un pays est grand et plus les changements sont lents, donc dans un petit pays, c'est comme si la révolution cubaine avait déjà duré 1000 ans. Rapporté ou à l'inverse, c'est comme si la révolution soviétique n'avait duré que 2 ans. Donc, il y a quelque chose. Je sais que ça prouve rien, mais il y a quelque chose, d'accord ? Quand est-ce que l'embargo démarre ? L'embargo, ça dépend, vous voulez parler de l'embargo officiel ou l'embargo officieux ? Parce que l'embargo, en fait, ou les difficultés économiques, commencent dès le lendemain de la révolution. Pourquoi ? Parce que Cuba, dans son développement qui était plus ou moins imposé,
Signalons que le prix du sucre que Cuba vendait aux États-Unis était fixé par le Congrès américain. Ah ouais, normal. Le libéralisme, on sait comment il marche quand il doit marcher et comment il ne doit pas marcher quand il ne faut pas qu'il marche. Donc l'offre et la demande, dans ce cas-là, c'est les États-Unis décider du quota et du prix du sucre cubain qui devait être vendu aux États-Unis. Donc l'économie cubaine était en fait complètement dépendante de... Et pendant la période de la prohibition, Cuba était devenu ce qu'on appelle le bordel des États-Unis, puisqu'il était de bon ton d'aller s'éclater à Cuba, puisque l'alcool et tout le reste étaient interdits aux États-Unis pendant un certain temps. Donc Cuba, c'était son petit nom, était devenu le bordel des États-Unis. Imaginez d'où ce petit nom était tiré. Donc, à tel point qu'il n'y avait même pas d'entrepôt à La Havane. Voilà une île qui n'est pas petite, 1300 km de long, 80 km dans la partie la moins épaisse et 150-180 dans la partie la plus épaisse, donc pas un seul entrepôt. Pourquoi faire? Puisque l'économie était totalement dépendante. Lorsqu'une pharmacie à La Havane manquait d'un produit, elle appelait la pharmacie principale à Miami et une des navettes qui faisait 4 fois l'aller-retour apportait le dentifrice ou ce qui manquait. Ce qui fait que déjà le lendemain de la Révolution, quand les navettes se sont arrêtées, les choses ont commencé à manquer. Il y avait déjà... L'embargo, lui, a commencé réellement en 1962, lorsque, et comme par hasard, et en Amérique latine et souvent dans le monde, les ennuis commencent pour un président à un moment assez précis. Je vais vous le révéler, comme ça vous pourrez le transmettre, et comme ça tout le monde sera au courant, et tout le monde sera prévenu. C'est lorsque vous prononcez le mot réforme agraire. Quand vous touchez au bien, quand vous touchez au sol, quand vous touchez à la terre, généralement c'est là que votre compte est bon. Vous pouvez brandir tous les principes, vous pouvez clamer toutes les, je ne sais pas, patriotisme que vous voulez, mais touchez au bien de production, notamment le sol ou les usines. Si vous faites le bilan de tous les dirigeants latino-américains qui sont tombés, c'est toujours à ce moment-là, lorsqu'ils ont commencé à toucher. Le mot, donc, réforme agraire, a commencé à être prononcé à Cuba, et c'est là que la population poussant vers le socialisme, le département d'État, dans un mémorandum, c'est-à-dire une note interne de service, si vous voulez, très célèbre, qui passe très célèbre parce qu'on se le passe de main en main, si je puis dire, et qui a été révélé depuis, mais qu'on connaissait, admet et énonce en mots très clairs, c'est ça qui est quand même assez étonnant par rapport à l'histoire, pourquoi ce n'est pas plus souvent repris. Ils partent du constat que 80% de la population cubaine soutient la révolution, donc ce n'est pas un chiffre que j'ai sorti de mon chapeau, je vais fait confiance à la CIA sur ce coup-là. Ça m'étonnerait qu'ils étaient optimistes sur le chiffre, donc 80%. Quoique généralement ils sont assez fiables sur les chiffres qu'ils donnent. Ensuite, ce qu'on en fait de ces chiffres, c'est autre chose. Que 80% de la population soutenant la révolution, il n'y avait aucune chance d'organiser une opposition efficace. Regardez bien le raisonnement. Donc, ils sont déjà dans la logique, nous réservons le droit d'organiser une opposition à l'intérieur du pays. Et que la seule façon d'empêcher trop de succès de M. Castro, des frères Castro, était d'appliquer un embargo économique le plus sévère possible pour provoquer des crises économiques, un mécontentement de la population qui se retournera contre ces dirigeants en les accusant d'être responsables de la crise. Voilà, le plan est énoncé, il est clair, il est net, il est précis, et il n'a pas marché. Il n'a pas marché pour des tas de raisons. Parce que les dirigeants cubains n'étaient pas des imbéciles, parce que le peuple cubain était politiquement instruit, parce que cette révolution a apporté quand même beaucoup de choses à la population cubaine dès le départ, et c'est une révolution qui reposait sur une expérience de 150 ans de lutte, où il n'y avait pas une once de naïveté face à l'ennemi. N'empêche que, dans un premier temps, l'embargo sera instauré, et un petit peu par résignation, bougera pas trop,
Tout simplement parce qu'à ce moment-là, vous connaissez l'histoire, l'Union soviétique va s'intéresser, chose assez rare, à l'Amérique latine, à Cuba en particulier. Alors on peut discuter sur les raisons. Il y en a qui disent c'est parce que les missiles en Turquie, ok, d'accord, bon, peu importe. N'empêche que Cuba trouve un allié, alors qu'il est coupé de tout le continent, donc imaginez géographiquement, un allié ou un soutien dans l'Union soviétique. Cuba va rentrer dans le Comecon. Alors le Comecon, c'est l'Union européenne, c'est le système économique des échanges des pays de l'Est qui existait à l'époque où il y avait les pays communistes de l'Est, etc. Donc c'est l'équivalent en sorte de marché commun, pour ceux qui se souviennent de ce que... Pour les moins de 20 ans ne doivent pas se souvenir. Le marché commun des pays de l'Est. Ça veut dire en gros qu'il intègre un système d'échange économique avec les pays communistes. En 1974, l'Union soviétique et l'Empire s'écroulent en 89, on va dire, comment c'est ? Il faut se mettre à l'esprit, là c'est important ce petit truc que je vais donner. L'économie cubaine, depuis 1959, n'a fonctionné normalement que 15 ans. J'appelle normalement, c'est-à-dire dans un système intégré, quoi, sans qu'on soit en train de chercher à joindre les deux bouts du jour au lendemain, quoi. Voilà, 15 ans, en 50, 70 ans d'existence, l'économie cubaine n'aura fonctionné à peu près normalement que 15 ans. N'empêche qu'au bout de ces 15 ans, c'est-à-dire que nous sommes en 1989, le niveau de vie à Cuba atteint le plus haut niveau de vie de toute l'Amérique latine. Alors les anticommunistes primaires vont vous dire, oui, c'est à cause de l'aide de l'Union soviétique qui... Ouais, peut-être. C'est marrant, mais il y a beaucoup de pays que nous, on aide, et ils n'atteignent pas les plus hauts niveaux de vie au monde. Hein. Donc, je ne sais pas, apparemment, il y a des aides en roubles qui sont plus efficaces que des aides en dollars et en euros. Je ne sais pas, enfin bref. Cuba, en tout cas, atteint le plus haut niveau de vie. À la chute de l'Union soviétique, tout s'écroule. Au bout de 15 ans, pas de chance. La deuxième grosse crise va frapper Cuba. La première, c'était à la fin de la sortie de la Révolution, là, quand toutes les relations avec les États-Unis, et il en existait pratiquement d'autres, disparaissent du jour au lendemain. Voilà-t-il pas qu'une économie patiemment bâtie sur les relations avec un empire qu'on croyait éternel s'écroule 15 ans plus tard, et que Cuba se retrouve dans une situation tout à fait similaire à la situation de 1959, pour une deuxième fois, en l'espace d'une génération ou deux, l'économie cubaine s'effondre littéralement. Alors quand je dis s'effondre, ça veut dire 80% des échanges économiques disparaissent en 6 mois. Le PIB, tombe de 33%. Alors les gens, PIB, Victor, 33%, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Si vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire, moi non plus d'ailleurs, mais disons que lorsqu'un PIB progresse de 5%, c'est l'euphorie générale. Lorsqu'il progresse de 2%, disons qu'on arrive à joindre les deux bouts et c'est... Lorsqu'un PIB baisse de 1%, oh là là, ça va pas du tout les gars. C'est le chômage qui explose, machin. S'il baisse de 5%, c'est réellement la dépression. 33%, c'est la sortie d'une guerre en fait. C'est l'équivalent de sortir d'une guerre mondiale. La sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour la deuxième fois consécutive, l'économie cubaine vole en éclats. À peine le temps de se reconstituer, il vole en éclats une deuxième fois. Ça aussi, c'est un élément à avoir à l'esprit. Ce n'est pas un accident de parcours, ce sont deux météorites qui sont tombés et qui ont, si je puis dire, fait disparaître les dinosaures 2 fois de façon consécutive. Je ne crois pas qu'il y ait un pays qui a subi 2 chocs économiques aussi rapprochés, aussi violents. Alors, du point de vue médiatique, c'est simple. Je vais faire une parenthèse ici. Le jeu consiste à vous montrer un film dont on aura planqué la moitié de l'écran. Et vous vous dites, je ne comprends rien à ce film. Normal, vous en voyez que la moitié. Si vous n'êtes pas conscient à l'instant T le degré de complexité qu'est la vie économique à Cuba, la gestion économique à Cuba, vous ne comprenez pas la plupart des décisions qui sont prises. Si vous ne connaissez pas le contexte, comment pouvez-vous comprendre les réactions? Je donne souvent l'image suivante, c'est que vous avez tous vu, je suppose, aux Jeux Olympiques,
les épreuves sportives, des jeunes filles qui font des galipettes comme ça sur des grands tapis. Et puis vous avez aussi des gens qui évoluent sur une poutre. Vous comprenez bien que la marge de manœuvre entre les deux types d'exercices sportifs, ce n'est pas la même chose du tout. On juge, mais si on vous cache la poutre, si on ne vous dit pas que la gymnaste est en train d'évoluer sur une poutre, vous vous dites, bah, c'est pas terrible ce qu'elle fait finalement. Moi, je crois que ma petite fille à l'école pourrait faire autant. Oui, mais elle le fait sur une poutre, elle. Ah oui, et la poutre, c'est les sanctions économiques et la marge de manœuvre économique. Ce qui fait que tous les débats de l'extrême gauche et de l'extrême droite, les débats gauchistes, je les trouve nuls et non avenus, dans la mesure où ils ont tous portent sur un sorte de raisonnement, voilà ce que Cuba devrait faire, alors que la simple réalité, pour ceux qui se frottent à la réalité cubaine, c'est d'abord Cuba fait ce qu'elle peut, pas ce qu'elle veut. Donc il y a une limite très, très, très étroite dans ce que... Et je vais commencer à dérouler un peu, histoire, j'espère, vous mettre un peu en colère quand même, parce que ce crime humanitaire qui est en train de se dérouler sous nos yeux, ça ne peut pas laisser, à mon avis, indifférent. Et quand les gens, d'ailleurs, quelle que soit leur couleur politique, le comprennent, ça ne les laisse pas indifférents. Je me targue de dire que je connais quand même pas mal de gens de droite, y compris proches du patronat, qui sont tout à fait solidaires de Cuba dans ce combat contre le blocus, parce qu'ils connaissent la réalité. Même s'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à nier cette réalité. Donc les États-Unis vont essayer d'en fait de porter l'estocade finale. Quand Cuba tombe, ils se disent, ça y est. Quand l'Union soviétique tombe, ils vont dire, ça c'est le moment ou jamais de régler ce vieux compte historique qui date de je ne sais pas quand là. Donc ils vont commencer par instaurer un truc qui s'appelle la loi Torricelli, ça date de 92, donc vous voyez 2-3 ans après la chute de l'Union soviétique, ne voyant rien venir, ils disent on va porter l'estocade discrètement. Alors cette estocade consiste c'est une petite loi d'une dizaine de points, d'articles, et qui vise en gros les transporteurs. Donc tout transporteur qui transporte de la marchandise à Cuba se verra interdire un port américain. Alors il y en a qui disent pareil, ouais, bon, et alors c'est rare, hein, les transporteurs, parce que Cuba, rappelez-vous, est un petit marché. Donc c'est très rare qu'un transporteur se dise, tiens, je vais aller à Cuba et j'ai rien d'autre à faire. Tout mon bateau, là, tout mon paquebot n'est rempli que pour les articles pour Cuba. C'est pas comme ça que ça se passe. Autrement dit, pour qu'un bateau maintenant accoste à Cuba, le transporteur va faire payer très cher à Cuba le risque et le manque à gagner que ça lui provoquera. À tel point que j'ai vu dans le port de La Havane des bateaux de marchandises où les gars étaient apparemment, je ne sais pas dans quelle optique ils étaient, en train d'effacer le numéro d'immatriculation et de repeindre des numéros d'immatriculation. Je suppose que dans des exercices de gymnastique, de changement je ne sais pas s'ils arrivaient à passer à travers les mailles du filet, parce que les systèmes de surveillance américains sont quand même plus sophistiqués que ça. Et pourtant, la révolution tient. Malgré tout, par miracle, après une chute, l'économie se rétablit. Les Cubains ouvrent l'économie au tourisme, qui n'est pas d'ailleurs une source de revenus très, 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 très rentable, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Pourquoi ? Parce que, un exemple, vous construisez un hôtel au bord d'une plage. Si vous voulez attirer les Européens ou les Occidentaux, il faut que l'hôtel soit d'un certain niveau de luxe. Pour qu'il soit d'un certain niveau de luxe, il faut importer un certain nombre de produits que le pays ne produit pas. Et donc, l'argent que vous faites rentrer dans l'hôtel part à l'extérieur pour acheter les produits que vous devez... Quand un touriste veut du Coca-Cola sur la plage de Varadero, vous ne lui répondez pas « Excusez-moi, on n'en a pas parce que c'est l'embargo américain ». Vous vous démerdez, comme disent les Cubains, pour en trouver. Quand le touriste veut manger ceci ou cela, et pas les produits locaux, il faut le lui donner. Quand le touriste occidental veut dormir dans un matelas avec des draps de tel type de qualité, etc., etc., etc. Donc, le tourisme ouvert, l'ouverture de Cuba au tourisme n'a pas produit des effets immédiats, loin de là,
et rapide dans l'économie cubaine. L'économie cubaine sortait donc de son marché commun, là, et donc son marché principal, sa production principale, à l'intérieur du Comecon, c'était « Je fournis aux pays de l'Est le tabac, le rhum, les fruits citriques, le sucre. En échange, les pays de l'Est me fournissaient tout le reste. » Et bien, quand l'économie est tombée, Cuba s'est retrouvé avec ses citrons, avec ses ananas, avec son sucre, son tabac et son rhum, et voilà quoi, et son café. C'était un peu limité. Donc il y avait eu une problématique de redressement économique qui était très compliquée à faire. Les Américains vont sortir, voyant toujours rien venir. Le régime, entre guillemets, ne tombe pas, continue de recevoir le soutien de la population. D'abord, je crois, à cause, parce qu'on peut en discuter, pourquoi ce soutien qui se maintient ? 92, c'était la période noire, ce que les Cubains appellent la période spéciale. Il faut avoir connu Cuba, et c'est là où j'ai découvert Cuba. Quelque part, j'ai eu de la chance. Je suis arrivé à Cuba la première fois dans la pire année de crise que le pays a jamais connue. On pouvait, la nuit, la Havane, il n'y avait pas une lumière allumée, quasiment aucune lumière. Vous pouviez vous coucher littéralement sur une avenue et vous réveiller le lendemain matin, tellement il n'y avait pas de circulation automobile. Je roulais dans ma voiture de location sur l'autoroute centrale qui va d'est en ouest comme ça, et il n'y avait pas une seule voiture à l'horizon, ni devant ni derrière moi. Des centaines de Cubains à chaque pont qui faisaient de l'ombre le long de l'autoroute. Il y avait des centaines de Cubains qui faisaient du stop. J'en prenais en permanence. Il y en a qui faisaient du stop depuis la veille pour aller au travail ou de rentrer chez eux, qui mettaient des heures pour aller là où ils devaient se rendre. Le pays était pratiquement, littéralement, à l'agonie et à l'arrêt. Ça, c'était l'année 92. Les ascenseurs, anecdotiquement, si je puis dire, mais vous habitez un immeuble de 25 étages et l'ascenseur ne marche pas. Vous avez un vélo chinois, parce que les Chinois ont fourni des vélos qui pèsent 25 kilos, et il faut le ramener chez vous, qui habitez 25 étages. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, quand il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de pompe, donc il n'y a plus d'eau au 25e étage. Donc il faut monter l'eau avec des seaux, en plus de votre vélo, et ce plusieurs fois par jour. J'avais des amis qui partaient au travail avec un verre d'eau sucrée dans le ventre, point barre. Les repas aux écoles étaient réservés aux gamins, c'est-à-dire la viande bovine qu'on pouvait trouver, etc. Il y avait une économie tournée autour d'une économie de résistance à tous les niveaux. On comptait tout. Imaginez le tourisme dans un pays soumis à une telle crise. Parce que dans les hôtels, c'est pas comme ça que ça marchait. Parce que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Vous allez dire à un touriste, vous n'avez pas de beurre ce matin parce qu'on l'a donné aux enfants de l'école primaire d'à côté. Vous lui dites ça, il dira c'est super sympa, mais l'année prochaine, il ne vient pas. Donc vous vous trouvez devant une contradiction et une tension sociale incroyable, où à l'époque, un garçon de café dans un restaurant ou dans un hôtel, dans un hôtel touristique, gagnait en pourboire en une journée plus ce que son père gagnait en un mois. Après, les gens viennent me dire « Ah ouais, il y a des gens qui ont fait des études de médecine et qui préfèrent être garçon de café. Ah, » Tu m'étonnes. La surprise, c'est qu'il y en a encore qui faisaient médecine. La surprise, c'est pas tellement qu'il y a des gens qui se laissaient acheter, je trouve. La surprise, c'est que quand des médecins partaient à l'étranger, 90% rentraient. Alors selon que vous soyez que vous soyez plutôt anti-cubain, pro-cubain, vous allez tourner l'histoire comme vous voulez. Mais moi, exemple, à l'époque, Pedro Albalate, un de mes meilleurs amis, qui est mort dans un accident d'avion justement lors d'une de ses missions humanitaires des médecins, gagnait l'équivalent au marché noir de 2 ananas par mois. Il était chirurgien, il transplantait les foies et les reins. Il a travaillé pour le Du Bernard à Lyon, le fameux Du Bernard, en stage.
Pedro gagnait l'équivalent de 10 $ par mois. À Miami, chose qu'il aurait pu faire très facilement, y aller, il aurait pu gagner raisonnablement 10 000 $ par mois. Enfin, j'en sais rien. Dans les années 90, un chirurgien de haut niveau devait bien gagner 10 000 $ par mois. Facile. Et donc, nous sommes en train de parler de quoi ici? On n'est pas en train de parler du gars qu'on va acheter en lui donnant 10% d'augmentation. On n'est même pas en train de parler de quelqu'un qu'on va acheter en lui multipliant ses ressources par 10, même pas par 100, mais par 1000. Et j'aime bien dire aux gens, à tous ceux qui critiquent, combien d'entre vous, mais soyez honnêtes et vraiment sincères, on vous offrirait 1000 fois plus, juste pour fermer votre gueule, parce que c'est tout ce qu'on vous demandera. Même pas de porter un dé, juste de faire un pas de côté pour qu'on puisse dire, voici un dissident. 1000 fois plus. Allez, combien? Combien resterait dans cette salle? Combien resterait dans les bus qui ramènent les médecins de leur truc, etc. Donc moi, quand on me dit qu'il y en a 90% qui rentrent, je dis, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'il existe un programme des États-Unis spécialement dédié pour acheter les médecins. Attendez, c'est qu'ils les suivent là où ils vont. Et ils les approchent là où ils sont. Et ils leur offrent la possibilité d'aller aux États-Unis pour justement drainer les cerveaux cubains. Une des anecdotes est racontée là-dedans d'un ami qui faisait la queue pour entrer à La Havane. Il était au Namibie. Il faisait la queue. Les mecs, genre Men in Black, lunettes, machin, truc, comme dans un film, monsieur machin, ouais. Une enveloppe, dedans il y a 10 000 $, voici un passeport ou des visas, des billets d'avion. Si vous prenez la file d'à côté, American Airlines, pour rentrer sur Washington, on fera venir votre famille plus tard. Il avait juste un pas de côté à faire. Il l'a refusé, bien sûr, puisqu'il était toujours mon ami. Même pas, vous savez, j'ai des gens qui se sont barrés à Miami, je leur en veux même pas, parce que si je suis logique avec ce que je viens de dire. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, des Cubains, oui, mais j'ai le choix entre rester et galérer, être inutile, ou aller à Miami, gagner 1000 fois plus, envoyer de l'argent à l'île, et aider économiquement l'île, du moment que je ne devienne pas un anticastriste sur place. Il y en a qui faisaient ça. Et il y en a qui l'ont compris, ça. C'est pour ça que l'administration Trump et Bush avaient interdit les envois d'argent des Cubains à Miami à l'île. Parce qu'il y en a beaucoup qui faisaient ça. J'en connais des copains, ils se sont dit, bah, moi j'y vais, moi. C'est mon acte révolutionnaire, c'est d'aller à Miami, toucher le pognon et d'envoyer l'argent et sauver l'île. Et c'était une des ressources principales de l'île aussi, l'argent. Les Américains l'ont compris et ils ont fermé ce robinet-là aussi. Donc, ça devient compliqué. Et on arrive à la fameuse année 96 qui va être quelque chose qui va avoir même un impact et un rapport avec l'affaire Julian Assange, j'aime bien le dire, parce que c'est mes deux dadas, et vous allez voir, peut-être pas si j'y arrive ou si j'oublie. La loi Helms-Burton. La loi Helms-Burton de 1996, signée par un démocrate, Bill Clinton. Ici, on est en train de changer d'univers. Et beaucoup de sonnettes d'alarme ont sonné lorsque cette loi américaine a été votée, d'abord rédigée. D'abord, cette loi s'appelait la loi Bacardi. Il ne faut jamais oublier ça. Bacardi, la compagnie Bacardi dont vous voyez les publicités. C'est pour dire qu'il y a des entreprises qui interviennent dans le cadre géopolitique et qui ont un impact énorme. On va voir dans les relations internationales, comme la société Bacardi, qui est une société de voyous, qui s'efface ensuite, qui a rédigé cette loi et qui devient la loi Helms-Burton. Helms, Jesse Helms et Dan Burton. 96, cette loi est quelque chose d'assez unique et qui sera en quelque sorte précurseur de tas de choses qui vont arriver. Unique pourquoi? D'abord, les Américains, pour la première fois, mettent par écrit l'extraterritorialité de leur loi. Alors c'est un petit mot comme ça, enfin un mot compliqué à prononcer, on se dit c'est quoi? En gros, les Américains mettent noir sur blanc, notre loi s'applique à tout le monde. C'est là où je commence à parler de blocus. Quand vous extraterritorialisez votre embargo,
c'est une façon de dire. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que j'implémente ça? Parce que j'ai une loi chez moi, là, je suis tranquille, vous habitez là-bas, dans votre truc, et je dirais, vous êtes en train de violer ma loi, vous savez ça? Parce que ma loi s'applique à vous, et vous allez me dire, mais de quoi tu parles, là? Je suis chez moi. Oui, mais ma loi s'applique à toi. Bah, vous pouvez me dire, je ne suis pas d'accord, ça ne m'intéresse pas votre truc. Bon, est-ce que vous avez des intérêts chez moi? Oui? Ah, je vais m'autoriser donc légalement à m'en prendre à vos intérêts chez moi. C'est comme ça que l'implémentation de l'extraterritorialité s'applique. Dans la pensée de beaucoup de gens, c'est tellement intériorisé l'extraterritorialité qu'il y en a qui ont le culot de me répondre, c'est normal, c'est une loi extraterritoriale. Ça n'existe pas en termes juridiques une loi extraterritoriale. Ça n'existe pas une loi qui échappe à ma juridiction. Je suis un Américain, je fais les lois aux États-Unis et je dis que cette loi aux États-Unis s'applique à Paris. Pardon? Ça n'existe pas. Du point de vue juridique, ça n'existe pas. Du point de vue rapport de force, du point de vue politique, ça existe. Et comment ça marche? Eh bien voilà que la loi Helms-Burton arrive, mais comme c'était pour Cuba, personne n'a rien dit, et tout le monde a fermé sa gueule, et les Cubains ont prévenu le monde entier que ça allait barder, et le monde entier n'a pas écouté, et ça commence à barder, à tel point qu'il y a des banques françaises qui commencent à souffrir. La loi Helms-Burton, en gros, c'est si vous ne payez pas... Alors, les Américains sont très férus de ça. Si vous voyez les films, de ce point de vue-là, ils ont raison. Ils sont très férus de la négociation, du lawfare, de la instrumentalisation de la loi comme arme de pouvoir et non pas comme arme de justice. Si tu avoues que tu es coupable, même si tu ne l'es pas, tu vas prendre 10 ans. Mais si tu n'avoues pas que tu es coupable et que tu n'arrives pas à prouver que tu es innocent, tu vas prendre 50 ans. Est-ce que tu as bien compris ce que je viens de te proposer? Et ça commence à négocier. Et je peux faire des tractations en justice française. Je crois que ce n'est pas que ça se produit comme ça. Mais, donc, déjà. Mais surtout que dans le droit américain, sont autorisées des punitions contre, par exemple, les filiales d'une entreprise américaine, d'une entreprise étrangère aux États-Unis. Donc, quand une entreprise veut faire affaire avec Cuba, si cette entreprise a des intérêts aux États-Unis, par exemple, c'est très simple, on va venir lui susurrer à l'oreille, si tu continues, nous allons faire payer tes filiales. Et comme encore une fois, Cuba est un petit marché, généralement les entreprises cèdent, y compris françaises. Il faut savoir, par exemple, que les dirigeants de Pernod Ricard n'ont plus le droit de mettre les pieds aux États-Unis parce qu'ils distribuent, Pernod Ricard distribue Havana Club, que vous trouvez au Monoprix. Là. Et selon la loi Helms-Burton, les dirigeants de cette entreprise et leurs familles sont interdits d'entrer aux États-Unis, désormais, à cause de ça. À cause du titre, je ne sais plus combien, de la loi Helms-Burton. Donc c'est un acte de courage, la loi Helms-Burton. Mais la loi Helms-Burton prévoit aussi une rétroactivité, on en parlera si vous voulez, mais surtout qu'elle prévoit, alors ouvertement, la création d'une 5e colonne. Ça, on n'a jamais vu une loi d'un pays A qui dise, tiens, on va renverser le pays B, le pays B, on va renverser le régime qui exige du président des États-Unis qu'il rende compte au Congrès tous les 6 mois de l'avancement des travaux de renversement du régime. Donc ne croyez pas qu'ils ont voté cette loi dans un coin et qu'ils l'ont oubliée, ils sont endormis sur leur laurier. Non, non, non. Tous les 6 mois, depuis Bill Clinton, le président des États-Unis ou quelqu'un envoyé par lui doit se présenter devant le Congrès et faire un rapport un peu penaud pour l'instant, parce que pas beaucoup de réussite, mais voilà où nous en sommes dans le renversement du régime communiste à La Havane. Donc c'est une affaire en cours, non-stop, et qui ne peut même pas être arrêtée parce que la loi Helms-Burton, spécifiquement, interdit au président des États-Unis, quel qu'il soit, d'agir ou d'alléger le blocus. Ce qui fait que quand Obama est allé faire son tour là-bas, pour soi-disant, et les gens en parlaient, c'était de l'esbrouf journalistique,
parce que la loi Helms-Burton interdit au président des États-Unis. C'est le Congrès, et uniquement le Congrès, qui a le pouvoir de modifier l'embargo, etc. Le président n'en a aucun sur l'affaire. Et c'est spécifiquement. Au contraire, il doit venir avec son chapeau et le manger devant le Congrès en disant « Ouais, ben voilà ce qu'on a réussi à faire ou pas. On se fait ce qu'on peut, monsieur. C'est pas de ma faute. Voilà. » Donc, quand il est allé faire le malin là-bas, c'était juste pour faire le malin. Ça a permis à l'AFP, Agence France-Presse, de publier que le blocus avait été levé, ce qui a fait hurler beaucoup de gens de rire. Pour dire s'ils étaient bien informés. En fait, le blocus n'a pas été allégé du tout. Au contraire, elle a été renforcée depuis. La loi Helms-Burton prévoit la privatisation et la prise de contrôle de l'île par les entreprises, par une commission ad hoc américaine. C'est ouvertement déclaré. Nous allons prendre le contrôle de l'île. Vous m'étonnez que les Cubains soient un peu fâchés. Donc, c'est expliqué, c'est dit, voilà, et on va privatiser l'économie, on va privatiser la santé, on va privatiser l'éducation, et pendant qu'on y est, on va s'assurer que Cuba devient une démocratie. C'est important, ça, la démocratie, puisque en fait, tout ça, c'est fait au nom de la démocratie. Eh bien, dans la loi Helms-Burton, ils ont oublié de dire c'est quoi la démocratie, ou ils n'avaient pas le temps, ou... ils étaient un peu coincés, alors ils disent quand Cuba sera démocratique quand le président des États-Unis l'estimera. Voilà. On passe à autre chose maintenant. Presque littéralement. Ensuite, la loi Helms-Burton prévoit que le peuple cubain devra indemniser les entreprises américaines qui ont été lésées par la Révolution pendant une durée et pour un montant qui reste à déterminer jusqu'à la satisfaction des lésés. En gros, les entreprises américaines devront être indemnisées jusqu'à ce qu'elles n'en peuvent plus, jusqu'à ce que leur ventre explose, jusqu'à ce qu'elles disent « c'est bon, vous nous avez donné votre sang, votre rein, un foie, et là c'est bon, là, on a pitié de vous, on arrête. » Littéralement, c'est ça le terme. Donc, peu de gens, en fait, se rendent compte et se demandent d'ailleurs pourquoi les Cubains sont si braqués ou je ne sais pas quoi. Bon, ça, il n'y a pas une question d'être braqué, il y a une tentative déclarée de sabotage du processus. Et donc l'extraterritorialité a démarré comme ça, et ce n'est pas une blague. Une DRH d'une grande banque a confié, française, que la banque emploie 1000 personnes pour échapper ou s'assurer que la banque française ne traverse pas les lignes rouges que les Américains ont tracées un peu partout. Pour se défendre, pour se protéger, 1000 personnes ne font que ça. Alors dans la pratique, ça veut dire quoi? Les gens ne se rendent pas compte. Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie qui est à Lyon, qui organise des tournées de groupes cubains en Europe. Elle devait faire un concert à Madrid. Le groupe s'appelle Havana Primera. Donc elle envoie un ordre de virement pour une salle de concert sujet Havana Primera. L'argent est bloqué. La banque française, le Crédit Lyonnais en l'occurrence, refuse de faire le virement. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Havana dans le libellé. Entre Lyon et Madrid. Hein. Comme c'est une cubaine et que c'est une tête de l'art, elle envoie balader tout le monde. Paraît-il que ça monte jusqu'à la direction régionale. Je ne sais pas quoi. Le truc se résout comme ça se résout souvent. En catimini. Parce que tout le monde a la trouille. Mais regardez jusqu'où ça va. Des amis qui habitent Bruxelles veulent partir en voyage avec une association française qui organise des voyages chez l'habitant, Cuba Linda, dont le siège est dans le sud de la France, envoie un virement, l'argent n'arrive pas. Renseignement pris, la banque belge l'a bloqué, parce qu'il y avait marqué Cuba dans le... Un ami qui habite Bordeaux, ses comptes Société Générale sont fermés sans préavis, parce qu'il faisait des virements à Cuba. Il n'y a plus aucune banque maintenant qui travaille avec Cuba, de peur. Donc vous ne pouvez pas faire de virement à Cuba. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui vous disent l'embargo n'existe pas, patati, c'est juste une invention, mais essayez d'envoyer ne serait-ce que 10 € à Cuba et vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a des amendes de milliards qui sont tombées sur les banques françaises parce qu'elles ont traité avec l'Iran
qui n'est pas soumis à un embargo français, mais les Américains viennent et leur font du chantage et leur disent si vous ne payez pas 1 milliard pour le délit que vous avez commis, c'est-à-dire vous avez violé notre embargo à nous, nous allons faire vraquer vos filiales aux États-Unis 10 fois plus. Ça s'appelle du chantage et ça s'appelle du racket. Et ces entreprises ne peuvent rien tant qu'il n'y aura pas des mesures économiques, politiques fortes de la part de l'Union européenne, de représailles, disons, que vous voulez que je vous dise. Sinon, c'est parti pour longtemps, ce genre de choses. Et enfin, comme anecdote, l'ambassade de Cuba à Paris, les ascenseurs ne sont plus maintenus. Le contrat a été dénoncé du jour au lendemain par Otis, quand ils ont reçu une note de la maison mère en disant « non, c'est l'ambassade de Cuba à Paris ». Ils n'ont plus de compte en banque pour gérer le compte, donc ils se sont adressés à la Banque de France, qui va désigner une banque française, forcer la main d'une banque française pour leur ouvrir des comptes. Regardez, ça va jusqu'à les petites choses concrètes. Donc le blocus est réel, le blocus est violent, le blocus existe et il est en train de s'étendre sur d'autres cas comme l'Iran lorsque les États-Unis le décident. Voilà, j'ai à peu près terminé là Et le livre là donc contient quoi? En fait, une série d'interviews où j'ai demandé aux gens pour vous, que signifie concrètement le blocus? Les Cubains, racontez-moi comment ça se passe. Alors souvent, il y en a qui m'ont raconté, qui voulaient absolument re-raconter l'histoire. Bon, on les laisse faire dans ce cas-là parce qu'ils ont envie de la raconter. Mais l'objectif n'était pas ça. L'objectif, c'était de prendre des témoignages pour dire comment dans la vie quotidienne est-ce qu'on se heurte à. Alors il y en a qui me disent, oui, mais tu n'as pas interrogé par exemple des ouvriers. Oui, mais les ouvriers, ils ne voient pas le blocus, ils voient que le résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Quand est-ce qu'on le voit il faut qu'on voit sa grimace, il faut qu'on voit son visage. Si vous n'avez pas de contact avec l'étranger ou un métier qui vous y amène, c'est comme si on demandait à un Français de me parler de, je ne sais pas, de balance commerciale de la France. Quelqu'un qui travaille, aucune idée de ce que ça veut dire. Enfin, il peut avoir une idée de ce que ça veut dire, mais il n'y a aucune réalité à quoi s'accrocher dans son travail. Bref, et je vous assure, c'est pas pour vendre le livre, mais moi j'en ai certains des témoignages que j'ai craqués. Quand vous êtes dans un hôpital pour enfants atteints de cancer et que le directeur des recherches vous explique comment les États-Unis sabotent, il y a quelque chose de vraiment malsain dans ce monde. Il y a des gens qui sont vraiment malsains. Et Cuba, c'est un point de résistance par rapport à ça. Maintenant, ce qui m'a fait attacher, qui rend Cuba attachant, je crois, comme je vous ai dit, j'ai découvert Cuba en 92 en pleine crise économique, la pire crise économique que l'île ait connue. C'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît la véritable nature des gens, je pense. Quand l'économie va bien, quand tout va bien, quand l'argent coule à flot, tout le monde est sympa. Priver les gens de tout, tendez les relations sociales à un point quasi impossible à soutenir ici en Occident, et là, le vrai visage de qui est qui. Et je crois que vraiment, là, j'ai été convaincu que, oui, comme disait José, un ami à moi, il y a beaucoup, beaucoup de connards à Cuba comme partout, mais la seule différence, c'est qu'à Cuba, ils ne sont pas au pouvoir. Donc, je crois que j'ai réalisé ce jour-là qu'ils n'étaient pas au pouvoir, les connards. Et j'ai vu comment et les priorités qui avaient été choisies. C'est important, les questions de priorité. Une des choses les plus exaspérantes, je trouve, que les Occidentaux ont tendance à faire lorsqu'ils veulent juger, on va dire le socialisme concret, ils vont tout de suite s'attaquer sur les questions de réussite matérielle. Écoutez, si la réussite matérielle était un critère de ralliement, figurez-vous, je crois qu'on serait tous ralliés autour de Bill Gates, parce que question réussite matérielle, on ne fait pas mieux, ou d'un Elon Musk. Non, pourtant, il n'y a pas de comité de solidarité avec Bill Gates. Bizarre, ça.
pareil, les copains disent que Cuba, tous les enfants vont à l'école, il faut être solidaire, parce que tous les enfants vont à l'école. Je dis attention à la formulation de la phrase. Si j'étais solidaire avec Cuba parce que tous les enfants vont à l'école, je serais solidaire aussi de la Suisse, où tous les enfants vont à l'école, ou du Canada. Là aussi, tous les enfants vont à l'école. Mais pourquoi je ne suis pas solidaire de la Suisse ou du Canada? C'est bizarre, ça. Eh bien non, je suis solidaire de quoi, en fait? Je suis solidaire de la solidarité qui s'exprime dans les conditions imposées. Je suis solidaire des pains secs que l'on partage, même s'ils sont secs, et qui contiennent plus d'humanité que les bonnes œuvres de Bill Gates. Je suis solidaire des priorités que le régime cubain choisit dans les moments difficiles. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la police, c'est l'éducation et c'est la santé. Voilà. C'est pour ça que Cuba est une révolution impardonnable, parce que Cuba donne des exemples d'humanité qui doivent éviter d'être trop exposés par opposition à ce qui peut se passer chez nous. Donc, pour conclure, je dirais que Cuba, souvent les gens me demandent pourquoi tu es de Cuba. J'ai tendance à dire toujours la même phrase. C'est Cuba, en fait, qui m'aide à réfléchir, à penser, à espérer, à rêver, même si vous voulez. Hein, et que moi, je suis simplement solidaire de Cuba. C'est l'inverse, en fait. C'est Cuba qui m'aide et moi, je suis que solidaire. Voilà. Merci, Victor.